Donc merci à tous d'être présents aussi nombreux, ça fait plaisir d'organiser des soirées, hein, je rejoins ce qu'a dit le Dr Drouet tout à l'heure, où on a du public pour pouvoir interagir avec tout le monde et puis discuter sur le sujet dont on va parler ce soir, donc qui est le dépistage des lésions cancéreuses de la cavité buccale. Donc je suis chargée de vous parler donc dans cette première partie des facteurs de risque qui conduisent au développement des lésions cancéreuses de la cavité buccale. On verra un petit peu quelques courbes d'incidence, de survie, de mortalité, un petit peu d'histologie, mais vous assurez que ça ne soit pas quelque chose de trop rébarbatif, hein, ça va passer assez vite. Et on parlera aussi des facteurs de cancérisation. Et dans la fin du topo, on verra quelques lésions précancéreuses avec pas mal d'iconographie. C'est un peu le but aussi aujourd'hui, c'est de vous montrer plein d'iconographies pour que vous ayez en tête pas mal de choses assez visuelles quand vous voyez les patients au cabinet ou en consultation. Donc les facteurs de risque. Alors du coup, j'ai envie que ça soit un petit peu interactif. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me citer des facteurs de risque, question pas encore trop difficile pour démarrer la session de ce soir, des facteurs de risque qui peuvent donner des lésions cancéreuses ou précancéreuses de la cavité buccale? Le tabac, effectivement, hein, qui est un carcinogène qui est fréquemment retrouvé dans bon nombre de cancers, notamment les cancers de la cavité buccale, avec un risque qui va être multiplié par 1,5 quasiment chez les patients qui sont uniquement fumeurs, sans avoir d'alcoolisme chronique. Donc là, j'ai un peu vendu la mèche pour le deuxième facteur de risque le plus fréquent, qui est un cocarcinogène. Donc effectivement, c'est l'alcool qui va multiplier le risque uniquement chez les patients éthyliques chroniques qui ne sont pas forcément fumeurs, environ 1,6 par rapport à un patient qui n'a aucun facteur de risque. Bien sûr, dans notre population, en tout cas dans notre région, on a souvent les deux qui sont associés, alcool plus tabac, donc carcinogène et cocarcinogène, qui vont entraîner une synergie. Et donc là, on a un risque de développer des cancers de la cavité buccale qui est multiplié par 13. Donc effectivement, le rôle des deux associés va augmenter de manière très importante le risque de développer des lésions cancéreuses de la cavité buccale, mais aussi VADS en général. D'autres facteurs de risque, est-ce que vous en connaissez d'autres qui sont parfois un petit peu moins souvent cités, en dehors de l'alcool et du tabac, qui sont les facteurs de risque majoritaires? Il y a des choses qui vous viennent à l'esprit ou pas? HPV. Oui. D'autres? HPV, ça va être plus l'oropharynx, mais effectivement, il est aussi évoqué dans la cavité buccale, mais il est dedans. Alors, parfois, on évoque l'état... Alors, j'ai pas mis hygiène bucco-dentaire sous cette photo, j'ai mis état bucco-dentaire, parce que hygiène, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup chez ce patient chez qui la photo a été réalisée. C'est parfois évoqué dans les facteurs de risque. On a les lésions précancéreuses, ça on va le voir après, puisque c'est un terrain à risque de développer de véritables cancers ensuite. Et puis le rôle de l'HPV, alors comme on disait, plus souvent dans l'oropharynx, donc loge amygdalienne, base de langue, plutôt le tissu lymphoïde, que dans la cavité buccale, mais on recherche parfois aussi sur certaines zones le rôle d'HPV. Quelques chiffres. Alors j'ai mis un petit peu à jour les données que certains avaient peut-être vues dans la présentation du docteur Louis à l'époque en 2009, puisqu'il y avait déjà une soirée un petit peu pour parler de ce thème-là à l'époque. J'ai repris ces chiffres d'incidence de l'époque. Donc on voit qu'en 1980, il y avait presque 12 000 nouveaux cas chez les hommes et près de 1500 cas chez les femmes. En 2005, on a une belle diminution de l'incidence chez les hommes de quasiment 3000 cas. Par contre, on avait une augmentation de l'incidence des nouveaux cas chez les femmes. Par contre, en 2018, la diminution de l'incidence se poursuit chez les hommes, avec chez les femmes une diminution, mais après avoir eu un pic dans les années 2000, probablement par la modification aussi des addictions avec le tabac qui s'est surajouté. On le voit d'ailleurs dans les taux d'incidence qui augmentent chez le cancer du poumon chez les femmes, puisque le tabagisme a augmenté chez les femmes.
Du point de vue de la mortalité, bien sûr, c'est corrélé. Hein. Moins on a de cas et moins on a de décès. Donc en 1980, environ 6000 décès, donc près de la moitié chez les hommes, et puis chez les femmes, à peu près la même chose, et une diminution de l'incidence de la mortalité. Alors, je n'ai pas retrouvé sur le site de l'INCa l'incidence, les chiffres de mortalité pour 2018. Donc, je ne peux pas vous les donner, mais probablement, vu la diminution de l'incidence, qui sont forcément moindres. On a ensuite, en fonction des sous-localisations dans la cavité buccale, des taux d'incidence qui varient aussi en fonction de l'âge au diagnostic. La cavité buccale, en dehors des lèvres et des gencives, donc plutôt langue, plancher, le pic d'incidence va plutôt être aux alentours de 50-65 ans, hein, donc plutôt des patients plus jeunes. Pour ce qui est des lèvres et des gencives, je ne sais pas si les couleurs se voient très très bien de loin. Donc le jaune, c'est les lèvres, gencives en vert, en bas. Et donc l'incidence va avoir plutôt une tendance à augmenter chez les patients plutôt âgés. On dit toujours le cancer de la gencive de la femme âgée, qui n'a pas forcément de facteur de risque, mais on le retrouve en fait dans ces chiffres-là. Pour ce qui est de la survie, donc en général, on parle souvent de survie à 5 ans. Donc là, il y a eu un point à 1 an, c'est la courbe bleue, à 5 ans, c'est la courbe en rouge. En fonction de l'âge au diagnostic. Donc on voit que en fonction de l'âge au diagnostic, on va avoir une survie nette qui diminue. Donc la survie nette, c'est la survie qui est liée au cancer de la cavité buccale. Quand on parle de survie globale, c'est tout décès confondu. Donc là, la survie nette liée au cancer, en fait, elle va diminuer quand l'âge augmente. C'est probablement lié aussi avec des facteurs de comorbidité, d'âge avancé et d'autres facteurs de risque. Le taux de mortalité en excès, donc par rapport effectivement à la mortalité globale ou toute autre cause que le cancer, depuis le diagnostic, elle va avoir tendance, elle est maximale la première année, hein, puisque c'est là où on a le plus de récidives en général, c'est dans la première année. Et puis elle va diminuer ensuite dans les années suivantes. Elle reste quand même élevée les 3 premières années. Les raisons possibles, donc voilà, les causes avancées qu'on ait ce taux qui reste élevé pendant les 3 premières années, c'est qu'on va diagnostiquer les cancers en général de la cavité buccale à des stades avancés, des stades 3, des stades 4, dans près de 50% pour la langue mobile et dans près de 3/4 des cas pour la gencive. On a un état général qui va être dégradé chez ces patients. Donc on va avoir des problèmes pour administrer les traitements standards qu'on pourrait administrer à des patients en bon état général. Donc on va, entre guillemets, sous-traiter entre guillemets ces patients, mais en fait on ne va pas les sous-traiter, on va donner le traitement qu'ils sont capables de tolérer, en ayant le meilleur bénéfice et le moins de toxicité possible. Donc on ne peut pas forcément faire le traitement optimal chez les patients qui ont un état général altéré. La dénutrition, quand ils arrivent, il y a 50% des patients qui ont des cancers VADS qui arrivent dénutris à la première consultation. Les comorbidités, c'est des patients qui ont des facteurs de risque, comme on l'a dit souvent, alcool, tabac. Et donc, toutes les comorbidités qui vont avec, notamment cardiovasculaires, qui vont forcément aggraver aussi la mortalité associée et les toxicités des traitements. Même si on en tient compte, bien sûr, quand on met en place ces traitements ensuite. L'âge avancé, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, bien sûr, dans la première année jusqu'à 3 ans après le premier diagnostic, les récidives précoces. Ou l'apparition d'un second primitif. Parce que le second primitif, en fait, le risque, il est multiplié par 3 ou 4 chez les patients qui ont déjà eu un cancer de la cavité buccale ou des voies aérodigestives supérieures. Donc c'est l'intérêt du suivi au départ, la surveillance après le traitement, qu'il soit chirurgical, radiothérapie ou chimiothérapie ou tout ça un petit peu en combiné, c'est vraiment d'avoir un suivi médical, clinique, puis avec les examens complémentaires en fonction des recommandations. Mais c'est vraiment dans, on va dire, en moyenne les 2 premières années où on peut avoir des récidives précoces. Et si les patients se font bien surveiller, on arrive à détecter des petites lésions et à avoir un traitement qui peut permettre de repartir après sur une surveillance dans de bonnes conditions. Les tendances, on a là des chiffres jusqu'à 10 ans de surveillance, hein, parce qu'on a
eu déjà des suivis de patients qui ont été diagnostiqués à partir des années, enfin déjà en amont, mais là sur la courbe, c'est à partir des années 90, et on voit que la survie, on a un gain en survie à 5 ans, à 1 an, à 5 ans et à 10 ans, plus on avance dans le temps. C'est-à-dire que, en fait, on a amélioré la précocité des diagnostics. Donc forcément, on découvre les tumeurs à des stades plus petits. Et donc, on fait des traitements, idéalement, comme on appelle unimodal, c'est-à-dire soit on fait un type de traitement et après on part sur de la surveillance. On va vers, par exemple, pour des lésions qu'une chirurgie, on n'aura pas besoin de traitement complémentaire, ou de la radiothérapie exclusive, etc. On a aussi amélioré la prise en charge globale, notamment avec les soins de support, le support nutritionnel, la généralisation de la présentation des dossiers en RCP pour avoir des conduites à tenir ou des prises en charge standardisées et collégiales, l'introduction de la radiochimio dans les années 90, l'apparition, enfin en tout cas l'apport des techniques de radiothérapie, qu'on appelle en modulation d'intensité, qui permettent de réduire les champs d'irradiation et donc l'impact sur les tissus sains environnants, qui va permettre de diminuer les toxicités et donc les séquelles post-traitement et les éventuels cancers radio-induits dans les années qui suivent. Et l'apport aussi, l'arrivée des thérapies ciblées. Alors, j'ai pas parlé de l'immunothérapie, mais bien sûr, elle est arrivée aussi depuis quelques années maintenant en ORL. Malgré tout ça, on voit que les courbes de survie s'améliorent dans le temps au fur et à mesure qu'on avance dans l'année de diagnostic. On retrouve quand même dans les chiffres encore un excès de mortalité chez un patient qui a eu un cancer de la cavité buccale 20 ans après le diagnostic. Donc, même si tout va bien, il est en surveillance, il n'y a pas eu de récidive précoce, etc., il y a quand même dans les chiffres en globalité un excès de mortalité 20 ans après. Donc c'est quand même, même chez des patients qui n'ont plus d'addiction et qui sont sevrés. Donc voilà un petit peu pour les tendances. Donc on gagne, mais vous voyez que le gain, la pente est très douce. Donc on a encore des progrès à faire sur notamment la prévention, parce que je pense que le principal, c'est d'éviter que les gens aient des conduites addictives pour limiter justement l'apparition de lésions précancéreuses et de cancers ensuite. Un petit point sur les phénomènes de cancérisation. Le cycle cellulaire normal, donc on a effectivement un cycle cellulaire avec des points de contrôle, notamment une protéine qui est importante, qui est la protéine P53, qui va permettre, en cas de dommage au niveau de l'ADN, de déclencher des blocages du cycle cellulaire pour pouvoir réparer ensuite l'ADN et remettre en route le cycle cellulaire suivant. Ce cycle cellulaire, et en tout cas ces phénomènes, c'est un équilibre entre mitose et apoptose. Quand cet équilibre est rompu, on va avoir la phase de cancérisation qui va apparaître. Donc la cellule normale, elle peut être perturbée par des carcinogènes, on l'a vu avec les facteurs de risque, l'alcool, le tabac, ou par des phénomènes génétiques. On peut avoir des mutations, qu'elles soient soit sporadiques, soit familiales, qui vont faire qu'une cellule cancéreuse va apparaître. Elle n'aura pas la capacité, en tout cas, on va avoir des phénomènes qui vont empêcher la réparation de l'ADN de ces cellules. Elles vont passer sous le radar de la surveillance immunitaire et donc elles vont fabriquer des clones cellulaires de cellules cancéreuses. Ces clones cellulaires, ils vont avoir pour particularité de perdre leur inhibition de contact et donc d'avoir une lyse et une néoangiogénèse, donc des néovaisseaux qui vont se créer et également une perte de la cohésion entre les cellules, ce qui vont permettre aux cellules justement de migrer, soit par voie sanguine, soit par voie lymphatique, et de se disséminer. Donc de croître localement, donc l'extension locale, de donner des adénopathies dans les territoires de drainage, et puis des métastases à distance. Quand on regarde un petit peu rapidement un épithélium, on a l'épithélium superficiel, donc les cellules normales en rose. Je ne sais pas comment je suis là au niveau du pointeur. Pardon. La couche basale que vous voyez en marron et le chorion avec les vaisseaux lymphatiques et sanguins en dessous. On va avoir d'abord des phases de modification plutôt superficielles de type dysplasie, donc plus ou moins sévères en fonction de l'épaisseur de l'épithélium qui est atteint.
une fois qu'on peut avoir de l'in situ quand ça arrive jusqu'à la couche superficielle. Une fois qu'on a passé la lame basale, la couche basale, on parle déjà de cancer micro-infiltrant. Quand la couche basale et le chorion sont massivement envahis, là on a un cancer qui va être un vrai cancer infiltrant. Ce qui est important quand vous faites des biopsies, c'est essayer de ne pas prendre juste une toute petite partie de la surface. Même si quand les patients sont en consultation, c'est pas toujours facile de faire des biopsies avec des fragments assez importants. L'important, c'est d'essayer d'avoir quand même une épaisseur, notamment dans la profondeur de vos biopsies. Parce que ce qui est important pour l'analyse de l'anatomopathologiste qui va analyser les prélèvements sur ces fragments de biopsie, c'est de savoir s'il retrouve du chorion ou pas. Pour savoir si le chorion est envahi, c'est comme ça qu'on va pouvoir vous dire si la lésion que vous avez biopsiée, elle est infiltrante ou pas. Si on n'a pas de chorion sur un résultat d'anatomopathologie, on vous dit absence de chorion visualisé, ils vous diront sous réserve, parce qu'ils ne peuvent pas garantir qu'il n'y a pas de zone infiltrante sur le prélèvement. Donc toujours quand même, quand vous regardez des résultats anatomopathologiques, pas regarder que la conclusion, ça on nous le dit souvent, essayez de lire un petit peu quand même le détail, même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vérifiez s'il y a présence de chorion ou pas de chorion, et là vous saurez si votre prélèvement il est significatif ou pas. Avoir un petit œil critique sur les prélèvements que vous avez effectués en lisant le compte-rendu anatomopathologique. Ces lésions, elles peuvent apparaître souvent sur une muqueuse saine. On a une base de muqueuse qui est saine, avec une lésion qui va se développer à cet endroit. On peut aussi avoir des lésions qui vont apparaître sur des lésions précancéreuses préexistantes. Donc en fonction du type de lésion cancéreuse, on va voir un petit peu après, le risque d'évolution en cancer infiltrant ne va pas forcément être le même. Là, je vais passer les coups pistons, ça n'apporte pas grand-chose. Donc les lésions précancéreuses, il y en a plusieurs types au niveau de la cavité buccale. Il y en a qui connaissent bien le lichen buccal, qui est une maladie inflammatoire chronique de la muqueuse, mais aussi de la peau. On va avoir des lésions qu'on peut retrouver sur la peau. On a l'hypothèse de phénomènes auto-immuns qui déclenchent ce lichen. Dans la cavité buccale, on peut avoir différentes formes, des formes réticulées, plutôt érosives, nodulaires, atrophiques, et chacune va avoir un risque de cancérisation plus ou moins important. Au niveau cutané, on va pouvoir retrouver des lésions de lichen sur les avant-bras, les mains ou le dos, par exemple. Le lichen plan simple, il va plutôt être localisé sur la voûte palatine, la face interne de la joue ou la langue, ou le plancher parfois. C'est souvent des lésions blanches, réticulées ou en réseau, donc la forme est un petit peu différente. Le risque de cancer est souvent plutôt faible quand ça reste stable. Quand vous suivez le patient et qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas forcément d'évolution fréquente vers le cancer. Par contre, si le lichen commence à prendre un aspect un peu inflammatoire, le risque de cancer est un petit peu plus élevé et on peut aller plus facilement à réaliser des biopsies pour faire des prélèvements histologiques. Voilà quelques exemples de... Est-ce que... Ouais, on ne sait pas celui-là. Quelques exemples, là on a plutôt des choses un peu en réseau, là des choses plus étendues sur la face interne de la joue. Voilà, on a des choses un petit peu d'aspects différents, mais sans fond inflammatoire. On a d'autres formes un petit peu plus réticulées qu'on retrouve, qui des fois ont un aspect un petit peu inquiétant, mais qui sont parfois stables dans la surveillance, des fois avec des fonds un petit peu plus érythémateux. Qui nécessite parfois, quand l'aspect se transforme, qu'on ait des prélèvements un petit peu sur les zones qui semblent se modifier macroscopiquement. Donc on peut avoir des lésions, comme on disait, de lichen sur les mains ou au niveau muqueux. Là, on a un aspect un peu plus atrophique. Le lichen érosif, donc, il va prendre un aspect un petit peu plus rouge, qui va avoir un aspect un peu abrasé, parfois un petit peu déprimé, comme si on avait une ulcération un peu superficielle. Là, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire des biopsies. On retrouve souvent de la dysplasie, voire uniquement de l'inflammation. Le risque de cancer est un petit peu plus élevé et donc ça nécessite une surveillance un petit peu plus rapprochée de ces lésions par rapport au lichen plan simple qui reste stable dans le temps.
Là, on retrouve des lésions avec un fond inflammatoire, c'est un peu hétérogène. Voilà, on a envie quand même d'aller faire des prélèvements, surtout quand c'est des plages assez étendues où on se dit qu'une exérèse complète de la lésion, sans être sûr qu'il y ait du cancer au moins micro-infiltrant dedans, va quand même fonctionnellement être embêtante pour la fermeture derrière, la reconstruction éventuelle, si on n'est pas sûr qu'il y ait du cancer. Mais on peut dans ces cas-là faire ce qu'on appelle des cartographies de la lésion, c'est-à-dire faire plein de prélèvements à différents endroits de la lésion pour savoir s'il se passe quelque chose. Bien sûr, les biopsies, c'est qu'un reflet partiel de ce qui se passe sur l'ensemble de la lésion. Donc il faut prendre en compte le résultat vraiment avec des pincettes et surveiller le patient quand vous sentez que ça commence à se modifier dans le temps au cours de la surveillance. On a aussi un aspect de lichen plan qui peut être atrophique. On va avoir des vastes plages amincies qui vont être dépapillées et avec un aspect un petit peu vernissé. Là, le risque de cancer, il est également élevé et ça nécessite aussi une surveillance accrue. On essaie de faire des biopsies sur tout élément un petit peu nouveau qui change d'aspect. Donc c'est pas mal des fois de travailler aussi avec des photos quand vous faites la surveillance en ORL. Alors cavité buccale, c'est plus souvent mes collègues maxillo. Moi en ORL, j'utilise beaucoup la vidéo pour tout ce qui est larynx, pour le suivi. Je pense que les photos peut-être sont intéressantes pour effectuer le suivi de ces lésions parce que d'une fois à l'autre, on ne se souvient pas forcément l'aspect précis. Tout élément nouveau, c'est bien de le biopsier. Là, sur ce patient qui est en photo, il y avait deux micro-cancers. Donc probablement le petit qui doit être là, et probablement cette zone-là est pas très un peu hétérogène aussi. Ensuite, on a les leucoplasies. Donc leucoplasie, comme son nom l'indique, c'est plutôt des plages muqueuses blanchâtres, plus ou moins épaisses. Des fois, on peut avoir de l'hyperkératose associée. Elles ne sont pas forcément organisées géographiquement. Elles ne sont pas liées à une pathologie générale, mais par contre, il y a un facteur qui est favorisant, c'est le tabac. Vraiment, patients tabagiques, ils ont fréquemment des leucoplasies, de la langue, du plancher, parfois au niveau laryngé, sur les cordes vocales. On peut avoir des formes homogènes, hétérogènes, tachetées, et le risque est variable en fonction de ces différents types de leucoplasie. En général, la leucoplasie plane homogène, c'est blanc, bien uniforme, c'est plutôt souple à la palpation, c'est une épaisseur vraiment très très fine sur la muqueuse. On n'a pas d'infiltration, on n'a pas d'induration quand on palpe la plage de leucoplasie. Il n'y a pas de fissure visible ni de végétation. Et on n'a pas d'éléments rouges, c'est-à-dire on n'a pas d'éléments érythroplasiques ou inflammatoires associés. En général, ces patients-là, on peut se permettre de faire une surveillance tous les 6 mois, peut-être un peu plus rapprochée si c'est une première consultation, et puis si on voit que c'est stable, élargir ensuite la surveillance. Les leucoplasies hétérogènes, vous voyez que ça a un petit peu un aspect quand même différent de la belle leucoplasie homogène bien plane. C'est plus épais, ça a souvent une surface plus irrégulière, c'est parfois assez extensif et le risque de cancer est plus élevé. Donc là, ça nécessite d'avoir une surveillance plus rapprochée. On peut faire une biopsie ou une cartographie, comme on disait tout à l'heure, voire une exérèse si la plage n'est pas trop étendue, pour pouvoir avoir un reflet de ce qui se passe dans l'ensemble de la lésion, avoir une analyse complète. Et là, on a une forme fissuraire qui est présentée sur la photo. On a un petit peu un aspect un peu différent parfois au niveau des lèvres, qu'on appelle un aspect un peu verruqueux, donc un peu en surépaisseur et assez hétérogène ou nodulaire. Parfois, ça masque des carcinomes épidermoïdes de type verruqueux. Le diagnostic est très difficile pour les anatomopathogistes sur des simples biopsies. Parfois, ils vont répondre carcinome verruqueux. Et puis au final, si on enlève la lésion complètement, ça va être un vrai carcinome épidermoïde infiltrant classique. Donc, des fois, la biopsie peut être un peu trompeuse. Et comme parfois on présente des dossiers avec juste des biopsies, les résultats histologiques de biopsie, le verruqueux, il ne se comporte pas pareil en fonction du traitement qu'on va vouloir faire au patient. On sait que c'est moins radiosensible. Donc on va plutôt partir sur de la chirurgie en général sur ce type de lésion.
Et puis on peut avoir des leucoplasies mixtes, donc ça va mixer le côté qu'on peut appeler tacheté ou ponctué, ça va mixer un petit peu l'aspect inflammatoire et l'aspect blanchâtre, avec un risque de cancer qui est élevé, qui nécessite aussi une surveillance très rapprochée, des biopsies, voire une exérèse. En résumé, là, pour les leucoplasies, surtout si c'est une plage qui est un peu inhomogène, vous avez des aspects macroscopiques un petit peu différents sur la lésion. Idéalement, il faut supprimer facteur causal, hein, donc principalement le tabac. On essaye sur 1 mois. S'il y a une amélioration, on peut partir sur une surveillance avec une consultation 3 mois après. Si l'amélioration se poursuit, on va poursuivre la surveillance. Si par contre il n'y a pas d'amélioration, on peut aller faire des biopsies et puis on va voir ce qu'on retrouve en fonction des résultats histologiques. De même, si après la suppression du facteur causal, au bout d'1 mois, on n'a pas d'amélioration du tout, on fait une biopsie. Si on n'a que de la dysplasie légère ou pas de signe de dysplasie, on met en place la surveillance. Si on a de la dysplasie moyenne, par contre, on va faire une surveillance un petit peu plus rapprochée avec éventuellement des biopsies à répéter si l'aspect visuellement se modifie. Là, si on a de la dysplasie sévère ou déjà du carcinome in situ, la règle, c'est l'exérèse, en mettant en balance la taille de l'exérèse qu'on doit réaliser en fonction de la taille de la lésion. Puisque faire une petite exérèse d'une lésion qui n'est pas très étendue, avec soit une fermeture directe ou une cicatrisation dirigée en fonction de la localisation, ça peut être assez simple. Quand on a toute une face interne de joue qui est concernée, on ne peut pas toujours laisser en cicatrisation dirigée, on est obligé de penser à comment ça va se fermer derrière. Donc, à mettre en balance avec l'importance et l'étendue de la lésion. Les érythroplasies, méfiance, on dit toujours la leucoplasie c'est plutôt gentil et l'érythroplasie il faut se méfier, c'est un peu ça. L'érythroplasie ça va plutôt être une plage rouge qui va quand même être souple et bien limitée. Parfois elle peut être un peu déprimée comme pseudo-érosive, elle va pas être douloureuse, elle va pas saigner au contact. Ou alors il faut se méfier. Le risque de cancer il est plus élevé que sur les leucoplasies, donc une érythroplasie que vous voyez pour la première fois, il faut quand même facilement aller à faire des prélèvements pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette lésion. On peut avoir des formes érosives ou des formes planes où il n'y a pas du tout de dépression, mais qui ont un aspect très, très rouge. Voilà, sur cette pointe de langue, là, on a cet aspect qui quand même est pas très... On n'a pas envie de laisser le patient dans la nature sans le revoir assez rapidement pour vérifier que l'aspect ne se modifie pas. Autre type de lésion précancéreuse, on peut avoir la papillomatose orale floride. Ça va donner des lésions très exubérantes avec une végétation un peu blanchâtre. C'est peu infiltrant, c'est indolore en général. Ça peut être uniquement de la lésion précancéreuse, mais ça peut être aussi un vrai carcinome verruqueux, on en parlait tout à l'heure, bien différencié. Et donc, il faut faire l'exérèse complète pour avoir la liste complète de la lésion et être sûr qu'il n'y ait pas de carcinome verruqueux dedans. Un petit peu moins fréquent à mon avis, enfin moi j'en vois moins souvent, l'aspect de kéylite actinique. Donc c'est souvent une petite plage un peu dépolie, atrophique, parfois avec des petites composantes leucoplasiques. C'est souvent sur le vermillon inférieur qu'on va le retrouver. Le facteur de risque principal, c'est le soleil. Et puis le tabac peut être aussi associé à ça. Le risque de cancer est quand même aussi assez élevé, donc surveillance importante, voire on peut faire l'exérèse en totalité pour avoir une histologie complète. Autre chose, et ça va bientôt se terminer, les lésions traumatiques. On a assez souvent en consultation des patients qui viennent parce qu'ils ont une ulcération qui est douloureuse, donc ça les inquiète, parce qu'ils ont mal. Ça reste quand même assez souple. C'est souvent un halo inflammatoire avec un fond fibrineux. Ça ressemble un peu à une lésion aftoïde assez étendue. C'est souvent les bords de langue ou les sillons. Et puis, en général, en regard, il y a un facteur traumatique causal, un appareil, une dent délabrée ou autre. La règle, c'est qu'on dit que quand on fait disparaître le facteur causal, dans les 15 jours, 3 semaines maxi, la lésion doit être en cours de cicatrisation, voire complètement cicatrisée. Si ça persiste, méfiance, réaliser une biopsie,
plutôt sur les berges de l'ulcération, puisque c'est là où on va avoir les phénomènes un petit peu de cancérisation. Le fond fibrineux, on va souvent vous répondre inflammation, fibrine, mais pas grand-chose. Mais bien éventuellement biopsier la partie où on a la berge qui est ici, qui est un petit peu en surépaisseur et qui peut donner un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe au niveau de la lésion. Qu'est-ce que j'ai marqué ? L'ulcération muqueuse chronique unique. Donc, effectivement, bien différencier ce qui est souple avec des bords un petit peu démaciés ou alors les lésions qui ont une base indurée qui va dépasser visuellement les limites de la lésion, en fait. Avec des bords aussi qui vont être surélevés. Si on a un terrain à risque, méfiance, ça peut être déjà un cancer qui débute. Si par contre c'est plutôt souple, il faut traiter la cause traumatique. Si ça cicatrise effectivement dans les 15 jours, on est OK. Parfois, ça peut être un petit peu plus long avec des soins locaux, mais si vous suivez le patient 15 jours après et que vous voyez que c'est en régression en cours de cicatrisation et que la douleur diminue, ça c'est un signe aussi important. Dans ces cas-là, on est plutôt rassuré. Sur des patients qui ont eu de la radiothérapie, ça peut être un petit peu plus long à cicatriser que les 15 jours, 3 semaines. Donc si vous voyez quand même en les revoyant à 15 jours qu'ils ont un peu moins mal, que le fond fibrineux se réduit et puis que c'est en phase de cicatrisation, c'est pareil. Mais au moindre doute, même sur des toutes petites lésions, facilement je fais des biopsies ces patients qui ont eu de la radiothérapie ou il y a déjà eu un premier cancer, donc on l'a dit tout à l'heure, ils sont plus à risque d'en faire un deuxième assez précocement. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. 30 minutes 40. Et nickel. Sans entraînement, je pense que le timing est tenu.